Moi j'ai toujours dit, tu prends un gars de 20 ans, si tu lui mets un instrument de musique dans les doigts et si tu lui mets un outil pour travailler la terre, etc., il va te faire des choses merveilleuses. Et à 20 ans, si tu lui fous un flingue, il est capable aussi de se démener avec ça. C'est infernal cette réaction. Donc Pierre, on va regarder les documents sur l'Algérie, c'est toi qui les as triés. Oui. Et puis voir s'il y a quelques documents un peu originaux sur l'Indre-et-Loire. Oui, il y en a quelques-uns. Il y a quelques-uns. Oui, oui. Donc, évidemment, le gros morceau, au niveau du volume, ça concerne des coupures de presse et c'est d'intérêt national. Rappelons-nous, 1957, dans les lycées, on n'a rien le droit de dire. Hein, on est assis, on écoute le professeur, point final. Et il y avait comme cours, par le professeur d'histoire, Algérie, département français. Et avant d'avoir ce cours, j'ai eu l'occasion j'ai discuté avec mon père, beaucoup là-dessus, en disant, mais comment on peut faire ça? Mon père m'a aidé énormément, et je suis arrivé à ce cours d'histoire. Et au moment où le professeur a commencé à parler de ça, je me suis levé, bon, il a voulu me faire rasseoir, mais bon, il y a eu quelques petits incidents, on va dire. Et je lui ai dit, bah, écoutez, vous ne pouvez pas dire que l'Algérie est un département français, hein, en voici la preuve. Et je lui ai montré un passeport de mon père pour aller en Algérie. Je lui ai dit, comment on n'a pas besoin de passeport pour aller en Auvergne. Regardez, j'avais un billet de monnaie algérienne. C'est-à-dire, regardez, on ne change pas de monnaie quand on va en Auvergne, et etc. J'avais un tas d'arguments comme ça, que j'ai développé en à peine 1 minute et demie ou 2 minutes, puisqu'on m'a vite fait rasseoir. Donc là, nous sommes le 12 mai 1956. Jacques Vigier est arrêté sur son lieu de travail. Il avait participé le 29 avril à une manifestation en gare de Tours, à l'occasion du départ d'un train de rappelé, et il s'était placé devant la locomotive. Alors moi j'avais 6 ans, et le souvenir de l'arrestation de mon père, c'est un souvenir à la fois rigolo, c'est-à-dire que mon père a été arrêté à son travail, donc il n'est pas rentré à la maison le soir, et il a été arrêté donc, par les flics, enfin la police militaire à l'époque, et tout au long du parcours qui l'emmenait, il ne savait pas où, mais donc on a su après, au Fort du à Bordeaux, il jetait des petits papiers par la fenêtre en disant qu'il était Jacques Vigier, qu'on prévienne les copains de la Fédération d'Indre-et-Loire qu'il avait été arrêté, qu'il allait, alors je crois qu'il savait, au Fort du Ha. Parce que quand il est arrivé au Fort du Ha, les copains avaient déjà su. Donc ce qui est rigolo, enfin moi je trouve assez touchant, c'est que quelqu'un avait trouvé le petit papier et prévenu, je pense, la Fédé. Et tout de suite, il y a eu un avocat de commis d'office, ou je sais pas quoi, pour mon père. Et donc quand il est arrivé avec le fourgon, l'avocat l'attendait. Voilà, les manifestations, les initiatives en faveur de la libération de Jacques Vigier, qui se trouve emprisonné, et c'est là la section d'Indre-et-Loire du Secours populaire qui avait édité une campagne de courrier adressé à Monsieur le Président du tribunal militaire à Bordeaux pour réclamer la libération de Jacques Vigier. Et voilà des cartes postales du moment. Pareil, qu'il fallait envoyer, qu'il fallait envoyer au président du tribunal militaire. Pour moi, il n'a jamais été criminel, même s'il était en prison. On est allé en délégation avec nos mamans. Tous les enfants des communistes qui avaient été arrêtés à cette époque, enfin pour ces raisons-là, on faisait le siège des ministères. Puis, il a été arrêté au printemps et libéré, je ne sais plus, février-mars de l'année d'après. Donc il y a eu un Noël entre les deux. Et moi je l'ai dit même à mes enfants qui ont aujourd'hui plus de 30 ans, c'est le plus beau Noël. Alors
au terme affectif, il y avait un manque, mon père n'était pas là, donc ça manquait. Mais quand on s'est réveillé le matin, on avait des jouets partout, partout, partout. Et quand j'en parle, je suis encore émue, parce que, par exemple, j'ai eu une poupée. Et à l'époque, il y avait peu de gamines qui avaient des poupées avec des yeux qui se fermaient. Enfin, et cette solidarité, c'est quelque chose. J'espère qu'aujourd'hui, on la retrouve. On la retrouverait pour d'autres. Bon, on la retrouve aujourd'hui. Moi, j'habite dans Seine-Saint-Denis, sur PSA. En ce moment, les licenciements, et on fait beaucoup de choses. Déjà, je suis parti en Algérie en fin de l'année 1958, pourquoi? Alors que j'avais 25 ans, parce que j'avais fait des études d'ingénieur et j'avais lutté déjà contre la guerre d'Algérie sous forme d'affichage, etc. Et j'avais été pris par la police et j'ai été signalé. Je suis parti en Algérie avec sur mon livret ne doit pas dépasser le grade de brigadier chef, mais ils n'ont pas voulu me mettre dans un lieu de combat ou dans un des endroits de combat. J'ai toujours été à l'arrière parce qu'ils se méfiaient de moi. Ils avaient peur que je passe des armes au Félaga. Donc là-bas, j'ai passé 27 mois complets avec jamais à combattre, mais en recueillant énormément de témoignages d'appelés de mon âge, de gens et qui témoignent des atrocités commises, des tortures, etc. Ça m'a amené à écrire une lettre à mes parents qui est passée, qui n'a pas été censurée, qui n'a pas été ouverte, où je raconte tous mes témoignages, non pas directs, mais indirects, sur les tortures, sur les crimes, sur ce que la France faisait là-bas. J'avais une infirmière là-bas et sa famille m'avait invité, parce que je ne sais pas, on avait des relations communes en France, m'avait invité 2 ou 3 fois. Alors c'est cette infirmière. Dimanche dernier, l'infirmière me racontait comment elle est fréquemment appelée dans les locaux militaires et policiers pour soutenir de piqûres les corps suppliciés. Devant cet affreux spectacle, elle se réjouit chaque fois et me confie quel plaisir elle aurait d'ajouter à ses souffrances, s'il ne fallait pas avant tout ranimer et remonter pour faire parler. Quel monstre sadique, me direz-vous. Mais non, c'est une femme normale, mais voilà, elle est française et elle vit ici depuis 10 ans. L'ambiance a fait le reste. Et quand nous visitons la proche campagne, elle me montre avec un frisson de volupté le cimetière des Félagas, endroit où l'on amène pour le dernier voyage les suspects prisonniers, détenus et autres otages. Il faudrait tuer toute cette sale race. Telle est la pensée recueillie sur ce mont Valérien. Témoignage d'un gratté du GH2, je ne sais pas ce que c'est, qui fait apparaître une solution assez étrange aux problèmes moraux que cette drôle de guerre pose ici à tous ceux qui ont gardé quelque chose d'humain. Il est instituteur dans le civil, réprouve la guerre d'Algérie, condamne notre politique, nos chefs militaires, et pourtant, répondant à mes questions, il me confie qu'il est souvent volontaire pour des opérations héliportées. Devant mon étonnement, il m'explique qu'il agit ainsi, et certains de ses camarades également, pour, entre guillemets, limiter les dégâts. Ils veulent prendre la place des parachutistes pour le plus d'opérations possibles, car ils ne tueront que 10 personnes, là où les parents en auraient tué 100, ou les paras en auraient tué 100 ou 200. Et évitent les exactions coutumières et banales, viols, pillages, villages brûlés avec leurs habitants, tortures, etc. Ou tout au moins, ils les réduisent au strict minimum. Cette étrange position du moindre mal me laisse passablement rêveur de la part de ce jeune qui m'assure d'autre part rechercher le maximum de liens avec les musulmans, confiant qu'il est dans les contacts humains, mais le sang qu'il a sur la main de la veille ne le gêne-t-il pas pour parler de fraternisation avec ses interlocuteurs du lendemain? Faut-il que les parachutistes lui aient donné un spectacle atroce pour l'amener là? Il faut savoir que le Parti communiste éditait un journal qui s'appelait Le Soldat, qui était un journal qui était interdit. Alors, ce journal, c'était très simple. On balançait ce journal par-dessus
les murs des casernes. Par exemple, celle du boulevard Thiers, celle de la rue du Plat d'Étain. Et ensuite, dans la rue, les soldats, c'était le contingent. Ils étaient dans la rue, ils étaient tous habillés. Ils n'étaient pas en civil. Donc, il y avait des soldats qui étaient... Et de temps en temps, on arrivait, puis on donnait un ou deux tracts, on se taillait. Certains tracts ont été reçus par des camarades d'armée dans ma caserne, ce qui m'a valu une interview musclée de mon commandant d'unité qui avait découvert ces tracts. Donc ça avait quand même une certaine... Oui, c'était très craint des militaires. Ils faisaient la chasse et c'est la première fois que j'en ai eu un entre les mains d'ailleurs, parce qu'il m'a dit, c'est pas toi qui as envoyé ça, qui a fait envoyer ça, t'es un malin, tu te l'es pas envoyé à toi. J'étais très torturé, j'y suis encore, il faut dire que j'ai un rapport un peu spécial avec l'Algérie, moi, parce que c'est un pays que j'adore. Et est-ce qu'on devait rester? Est-ce qu'on devait déserter? C'est une question qui, moi, personnellement, aujourd'hui, me turlupine encore. Est-ce que notre action sur place a été un peu bénéfique? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais que avec les prisonniers, etc., qu'on avait, nous, l'équipage qui était avec moi, on était tous un peu spéciaux là-dedans, les 4 Français. On a fait en sorte que ces prisonniers soient le moins maltraités possible. Est-ce que ça a profité? Je n'en sais rien du tout. J'avoue qu'aujourd'hui, je me pose encore la question de savoir si j'aurais dû ou non déserter. Parce que j'ai pris l'avis d'un dirigeant du parti à Paris qui m'a dit non, il y a des camarades qui ont déserté, mais il vaut mieux que tu ailles là-bas pour expliquer ce qui se passe, pour témoigner auprès des appelés, etc. Alors moi je monte à Paris à l'époque, j'ai rencontré Ilson, enfin les gens du bureau national de la JC, et puis on a discuté de tout ça. Alors bon, j'avais commencé à préparer une sorte de brouillon de lettres, tu vois, pour dire je refuse de repartir. Et puis alors c'était hésitant, hein, je sentais bien que au plan du parti, on avait un copain qui s'occupait particulièrement des liens avec les copains qui étaient à l'armée. On sentait bien que on se disait, est-ce que ça c'est pas mieux de rester là-bas sur le terrain, parce que ça peut prendre à certains moments une autre allure et on peut avoir besoin justement des communistes qui sont à l'armée, ce qui s'est avéré judicieux quand il y a eu le putsch quelques années plus tard. J'étais tout gamin en Algérie lors de cette guerre d'Algérie, qu'on appelait des événements à l'époque. J'étais en Algérie parce que mes parents m'avaient envoyé pour me mettre à l'abri des événements du Maroc, parce qu'il y avait aussi des événements au Maroc et quelques dangers. Donc j'étais chez mes grands-parents à Oran, et jusqu'en 60, puisque en 60, l'OS a signifié à mes grands-parents qu'ils ne voulaient plus d'eux sur la terre d'Algérie, et donc ils ont plastiqué leur maison, détruite une explosion au gaz, et donc on est rentré comme on était en 60. Donc tes grands-parents étaient communistes? Non, ils étaient socialistes, militants syndicaux et militants socialistes. J'ai participé à mes premières manifs dès l'âge de 6-7 ans, à mes réunions syndicales aussi, donc ça doit devenir de là de mon actualité d'aujourd'hui. Mais oui, c'est vrai que c'était une période que j'ai vécue intensément, loin de mes parents, et aussi dans un endroit pas très sûr, parce que même si c'était pas quotidien la guerre, mais enfin on en entendait parler, quoi. Et il y avait dans les journaux, dans les activités politiques et syndicales, beaucoup de remue-ménage à la maison. Explosion de ta maison, vous étiez dans la maison? Non, on était... Mon grand-père travaillait à la Ligue de l'enseignement déjà, et il était sur un centre de vacances, et on nous a dit il était sur le départ, quoi. Et quelqu'un est venu lui dire non, rentre pas chez toi maintenant, et prends tes affaires et va-t'en. Et on a su pourquoi. Et
Donc on n'a pas pu retourner sur les lieux de l'école où on habitait. On habitait l'école Berthelot à Oran, et elle a été rasée par l'explosion due à l'OAS, parce que c'était pas le FLN qui faisait ça. Et donc en France, tu me disais que... Et après, plus tard, en France, l'année d'après, lors du putsch d'Alger, mes parents, qui étaient à Tours à ce moment-là, en visite, ont été arrêtés par la police parce que la police de Debré, à l'époque, pensait à la 5e colonne, donc des Algériens qui étaient revenus en France et qui pouvaient fomenter des attentats ou une prise de pouvoir comme à Alger, quoi. Donc De Gaulle et Debré donc ont fait arrêter les Algériens Algériens français et qui étaient suspects à leurs yeux, quoi. Ça a duré 48 heures, mais on a été sans nouvelles d'eux pendant 48 heures. Et c'est des événements dont je n'entends pas parler, quoi. De ça après, c'est pas très cité, mais bon, c'est resté comme un poids lourd dans la famille, quoi. Parce que c'est aussi, en tant que pied noir, des choses dont on ne parle pas, quoi. La famille, ça a été très difficile à leur faire admettre. Et après, que je devienne communiste et que toute cette démarche-là, ça a été très, très pesant dans leur tête, mais bon, même s'ils m'ont suivi depuis, mais à ce moment-là, c'était très, très lourd à porter, quoi. Ils parlent toujours de chez eux. Alors on ne sait jamais si c'est à Amboise ou si c'est en Algérie. Après, avec le contexte, il faut savoir où c'est. Bon, et c'est quelque chose qui est resté un poids dans la famille, mais en sens que c'est un déracinement total. Des personnes qui étaient, bon, comme on dit, des systèmes mécaniques, donc il y avait des règlements de compte, il y avait des tensions entre tribus, donc si une tribu avait épousé, si le chef d'une tribu avait épousé la cause du FLN pour des raisons plutôt pragmatiques ou autre chose, et ben forcément la tribu ou le clan qui était opposé à l'origine, ben, il fallait qu'il se protège. Et souvent, ben, on tombait dans les bras de l'armée française parce que c'était la meilleure protection, il fallait s'armer, voilà. Donc il y avait des règlements de compte comme ça. C'était d'abord ça, avant que ça soit un choix politique, idéologique. L'idéologie était très loin, même si la grande majorité de la population avait épousé, je le pense, j'en suis certain, les causes de l'indépendance. Ils se sentaient d'abord algériens et pas français, quoi. D'abord berbères, chaouis, et amoureux de cette terre-là. Le français, ils n'avaient aucun contact avec cette culture et cette civilisation française. L'Occident était très loin de là-bas. Donc voilà, à cause de ces règlements de compte, mon père avait choisi, il n'avait pas le choix, il était obligé, parce que sinon, il en dépendait de sa vie. Là-dessus, ça entraînait les constitutions d'Arca. L'Arca, Arki vient du mot Arca. Arca, c'était la France qui avait décidé de constituer les Arca pour s'opposer au wilaya, suivant cette même organisation, le territoire. Arca, c'est un groupe en fonction d'une région, d'un territoire. On constituait des troupes, on les armait et on les envoyait au combat. J'ai eu la chance d'avoir des profs extraordinaires au collège. Des profs engagés politiquement, ils m'ont réveillé. À l'époque, on était dans les années 70, donc c'était l'époque chilienne, l'Allende, donc politiquement j'adorais l'histoire, donc voilà, c'était mes réveils et tout. Et ces profs ont su m'éveiller, ont su canaliser une certaine rage en moi et m'ont trouvé un début de solution. Voilà. Je me suis dit, à 18 ans, politiquement, la première fois que j'ai voté en 83, j'ai voté communiste. Voilà. Alors pourquoi le Parti communiste ? Pourquoi le Parti communiste ? Parce qu'il incarnait des valeurs, voilà, de solidarité, évidemment, de combativité. Je ne me retrouvais pas dans le socialisme, évidemment, mais dans le communisme, parce que les luttes engagées par le Parti communiste pendant la guerre d'Algérie étaient bonnes, justes. La guerre d'Indochine, il s'est trompé dans l'histoire, on pourra en reparler, mais dans ces guerres coloniales, il ne s'est jamais planté. Voilà. Et cet engagement des camarades communistes, j'ai lu Henri Alleg, j'ai lu des choses, je me suis quand même renseigné. La question qui a été un des sacrés bouquins pour moi, et puis j'ai lu ces bouquins ensuite, et je me suis informé, la lecture a été révélateur pour moi, et j'ai trouvé que ces communistes ont fait un boulot extraordinaire. Ils ne se sont pas trompés de lutte. Et j'ai connu des camarades de Châteaurenaud,
post-étudiant, j'étais encore étudiant kiné à l'époque à Paris, et ils m'ont dit, écoute Nordine, voilà, par les politiques, je vois tes communistes alors que j'étais pas engagé communiste, c'était les vôtres, hein, pour pas les citer, et ils m'ont dit, écoute Nordine, voilà, on a une section communiste à Châteaurenaud, il serait bien que tu t'engages, tu votes communiste. Alors, je dis, bon écoute, je vais voir, oui, on a organisé, c'est pas de problème. Donc j'ai assisté aux premières réunions de section, et voilà, donc en 95, j'ai décidé de faire partie, j'ai été sollicité de faire partie de cette liste municipale d'opposition face à Delano. Et pourtant, ça je pourrais vous en reparler de la réaction de Delano, qui n'a rien compris au film, qui a fait pression sur ma mère, à l'époque mon père donc était mort, et qui a fait pression sur ma mère en disant qu'il était inadmissible, M. Delano, qui était sénateur-maire d'Indre-et-Loire, le vice-président du Sénat, qui n'a pas compris qu'un fils de harki puisse s'engager contre lui. Ma mère a été affolée. Elle ne dormait pas de la nuit, elle m'a fait des pressions énormes. Elle ne comprenait pas que je puisse m'engager comme ça face à Delano qui incarnait avec le giscardisme cet État et cette droite. Et ben j'ai dit non, je ne suis pas une prostituée, je ne suis pas à vendre, j'ai des convictions, je m'engage. Voilà, c'est clair. Et si je peux réveiller chez les harkis quelque chose, et ben tant pis, je le ferai. Tant mieux. Et je l'ai fait, et je me suis engagé. J'avais droit à une permission. Et donc, j'arrive en permission, en Amboise. C'était juste le jour, j'arrive le matin, et le soir même, il y avait une réunion à Amboise pour l'élection au Conseil général. Et Jacques Vigier se présentait contre C'était Jacques Vigier qui se présentait. Tiens, je suis venu là, il y avait tous les gens que je connaissais, il y avait Gomé, il y avait Édouard. Il y avait Édouard, il y avait toute la gauche, tous les cocos étaient dans la salle. Et puis, alors il me demande si je veux dire deux mots. Bon, je savais bien que ça allait avoir des conséquences, mais c'était difficile de fermer sa gueule, compte tenu de ce que j'avais pu voir. Et donc j'y étais, et puis j'ai dit comment ça se passait. Je suis monté à la tribune, et puis j'ai invité les gens à faire plus, quoi. Donc je suis revenu en Amboise, et puis c'est là que je me suis fait alpaguer le matin même de mon retour. Et bon, j'ai direction Poitiers, enfin Tours, à la caserne du train. Ensuite, le soir même, j'étais en tôle à Poitiers. Et le 13 mai, j'étais sur le bateau qui me ramenait en Algérie. J'ai appris le coup d'État sous escorte. J'avais un sergent qui m'accompagnait, mais ça ne m'empêchait pas de dire pourquoi. Enfin, dans le train, tu vois, c'était... Mais il y avait de la sympathie, mais sans plus, hein. Tu vois, les gens qui étaient là, ça les dérangeait pas trop, hein. Je sentais bien que, bon, le pauvre gars, il va en baver, quoi, mais ça s'arrêtait là, quoi. Il est arrivé le mercredi soir à la maison. Et alors on lui a dit, il dit à ma mère, t'inquiète pas, ils veulent me foutre la trouille, ils vont me garder quelques heures et puis c'est bon. Et là, ils nous ont pistés. Et Roger a pris le vélo d'une voisine, et moi je l'ai suivi 50 mètres plus loin. Tu vois l'ambiance, hein, déjà. Ah ouais, on est dans un pays calme, tout va très bien, la France paisible. Et moi je le suis à 50 mètres parce qu'il me dit, bon, j'ai un colis à porter à un de mes copains. Sa mère habite rue Rapin, je crois. Donc tu vas me suivre un peu de loin, et puis après je vais chez Gomé. Gomé, notre camarade Gomé, c'était l'épicerie bistrot de la place Saint-Denis, au pied de l'église Saint-Denis et la route de Bléré, là, et qui diffusait la presse en vitrine, la presse du parti. Donc il y avait une réunion du parti là avec les copains, avec Roger. Et ben, apparemment, moi, il m'a dit, bon ben là c'est bon, tu peux repartir. Je suis rentré à la maison et on a vu revenir un vieux copain du parti à vélo, arriver en pleurs. Il dit, ils l'ont enlevé, ils l'ont enlevé.
Ouais, alors, il n'arrivait pas à s'exprimer, excuse-moi. Alors, il dit, ouais, ils ont dit de sortir, ils l'ont ceinturé, ils l'ont jeté dans la jupe à 4. À partir de là, on a perdu sa trace pendant une semaine. Donc, bien sûr, branle-bas de combat, tract, comme tu as vu tout à l'heure, celui-ci, pour appeler à un meeting. Et 8 jours après, donc Madeleine Boutard, Jacques Vigier, mon père, ma mère partent à Poitiers parce qu'on a appris qu'il était à Poitiers avec 60 jours de forteresse. Et moi, je suis arrivé en 62 en France, puis après, en janvier 62, après ma perte de libération, comme les gens. J'ai donc repris le travail à la centrale de Porcheville. Et là, en arrivant à la centrale de Porcheville, j'ai eu la désagréable surprise de voir qu'elle était gardée par l'armée française. Il y avait des troufions à l'intérieur, à l'extérieur, parce qu'il y avait ces événements de l'OAS, et que le gouvernement avait peur, sans doute, qu'il y ait des attentats contre une centrale thermique comme celle de Porcheville, Porchevillain, qui était à l'époque une des centrales les plus modernes, hein, à cette époque-là. C'était la plus puissante et une des plus modernes. Et il s'est passé un phénomène aussi, là, qui, à mon avis, mérite d'être raconté, c'est que mon père et le reste de la famille a été condamné à mort par l'OAS. On a d'ailleurs eu une espèce de colis dans le jardin. Et étant condamné à mort, la CGT à Porcheville a déclenché une grève de mémoire, je crois que c'est un arrêt de travail de 2 heures, pour me soutenir, moi et ma famille, contre ces menaces de l'OAS. Engagé volontaire en de classe 1955-1960 à l'école des apprentis marins, section marine de guerre, parti en Algérie fin 59 après l'apprentissage, mais au moment du putsch d'Alger, on a refusé l'obéissance. On a été jusqu'à la rupture de ban, c'est-à-dire qu'on a dépassé la mutinerie. On répondait plus aux ordres. On a été ramené en France et puis on est passé au tribunal. Ce que je peux dire, c'est que pendant notre apprentissage, on était des gamins, on était malléables et on a été psychosés pour faire les conneries qu'ils faisaient en Algérie. J'appelle ça des conneries. Il n'y a rien d'humain dans ce qu'on nous demandait de faire. On était apprentis mécaniciens, on était apprentis électriciens, mais on n'était pas fait pour faire la guerre. Entre faire avancer un bateau et puis faire la guerre, non, ça ne peut pas être possible. On a été à la prison de Rennes, on y est resté 42 jours. On a également un petit dossier sur les événements de Charonne, mais pour les événements de Charonne, on a un témoin. Ma femme et moi, nous avons participé, il y avait énormément de monde, et le bout de la manif était le métro de Charonne. Les policiers sont même allés jusqu'à pousser les premiers manifestants dans le métro. Ils se sont blessés en bas, et après ça a été la débandade complète parce que les flics chargeaient. Et ma femme et moi, on s'en est sortis, on a couru, et on n'a pas... bon. Je ne l'ai jamais revu, mais sa façon humaniste de faire de la politique convenait à ma sensibilité. Il effaça, en un soir, une image déplorable du communiste que j'avais. Et, sans qu'il le sût, il venait d'allumer dans mon esprit une petite flamme qui ne s'est jamais éteinte. Il a marqué ma vie à tout jamais, encore aujourd'hui. Il s'appelait Édouard Le Marchand. Il est mort assassiné à Charonne 15 mois plus tard.
un document qu'on ne risque pas de trouver ailleurs. C'est en souvenir de l'hébergement de 2 militants du PC algérien, qui à l'époque était avec le parti de l'avant-garde socialiste, Sadek Adjeres et Bachir Adjali. Et voilà ceux qui restent, d'une part, les photos originales, où on reconnaît Marcel Longuet, par exemple, le secrétaire fédéral de l'époque, où on reconnaît Christian Lecomte. C'est les deux mêmes photos. Ah non, c'est pas les mêmes. Non, non, c'est pas les mêmes. Bon, alors, sans être certain, il me semble que les deux camarades algériens sont ici, et ici, le deuxième à partir de la droite de cette rangée-là. Et le texte sous la photocopie dit « Sortie de clandestinité en Touraine, le lundi 8 octobre 1962, de Sadek Adjeres, son épouse, Bachir Adjalis, repas de fraternité au siège de la Fédération d'Indre-et-Loire, en présence de Marcel Longuet, secrétaire fédéral à l'époque, et, je ne sais pas, un membre du bureau fédéral, souvenir avec l'espoir de se revoir bientôt, et fraternelles amitiés, et c'est signé Longuet. Je me souviens surtout, c'est les manifestations que l'on a pu faire à Tours, dont une qui m'a marqué principalement, c'était la plus importante. Je ne sais pas, je ne me rappelle plus la date exacte, est-ce que c'est 60, 61 ? C'est soit l'un, soit l'autre, les dates, je ne me souviens pas. Nous sommes partis de la place du Palais jusqu'à la place de la Liberté maintenant, c'était la place Thiers à l'époque. Eh bien, en rencontrant les CRS depuis le début jusqu'à la fin. Quand on est arrivé place Thiers, il y avait le commissaire qui était avec son écharpe tricolore. Et qui a dit « Je compte jusqu'à 3. C'est vrai. 1, 2, 3, pour qu'on puisse évacuer la place. » Au bout de 3, on n'a rien évacué. Il s'est retrouvé avec son fusil qui a volé en l'air et sa cocarde tricolore déchirée. Voilà. Mais après, les CRS nous attendaient boulevard Thiers et on en a pris une secouée parce qu'ils chargeaient. Voilà. On s'est aperçu qu'il y avait un copain qui s'était détaché, lui, de la manif, mais qui était passé de l'autre côté de l'avenue et qui se faisait massacrer par les CRS. Et on s'est aperçu au bout d'un petit moment que c'est celui qui est devenu mon beau-frère 2 ans après, c'était Guy Barrier. Alors là, lui, vraiment, on l'a retrouvé au commissariat le soir, vraiment sous toutes les couleurs, bleu, noir, enfin de partout, depuis la tête jusqu'aux pieds. Il a été conduit, après il a été mis pas au secret, mais en cellule. Et puis, il est passé en justice, il a été condamné, je ne me rappelle plus à combien, mais je crois que c'était 8 jours de prison à l'époque. Une jeune fille qui prenait un pot au Café de l'Univers avec ses amis, voyant cette manifestation, a voulu l'intégrer, et à peine était-elle rentrée dans la manif qu'elle recevait un coup de matraque. C'est dire la violence de cette manifestation très importante. Qu'est-ce que tu penses de cette réflexion où on n'appelait pas la guerre d'Algérie, on n'appelait pas ça la guerre? Non. Non, c'était... comment on appelle ça? Le maintien de l'ordre. Oui, maintien de l'ordre, voilà. Mais toi, tu le vivais comment, ça? Comme une guerre ou comme un maintien de l'ordre? Non, qu'on allait un peu là-bas pour rien, hein. Qu'on allait gaspiller notre jeunesse, et c'est ça qui s'est passé. Hein. C'est ça qu'on a horreur, c'est qu'on a perdu toute notre jeunesse là-bas à faire quoi? Rien du tout, parce qu'on est revenu, et puis la guerre, bon, ça s'est arrêté, mais on a tout perdu. Hein. Et j'ai vu beaucoup de morts quand même de mes camarades, tout ça, qui